Bonjour à toutes et tous et bienvenue à votre rendez-vous club de l'Agora des DRH et de l'Agora du développement RH sur un thème d'actualité, une rentrée économique et sociale sur un air de présidentiel et qui mieux que Nicolas Bouzou pour venir nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et d'abord merci puisque vous avez tenu votre engagement et notre invitation à ce rendez-vous malgré votre extinction de voix. Donc on va essayer de garder un minimum de votre volume de voix avant que vous puissiez nous quitter. Et je rappelle que vous êtes économiste et essayiste français. Et puis avec moi en plateau, Marie Mottet. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes DRH du siège Vivendi et présidente de l'Agora des DRH. Vous aurez quelques questions pour Nicolas Bouzou tout à l'heure sur le rôle finalement du DRH et quel levier peut-on activer pour résoudre les problèmes qui seront cités à cette table, puisqu'on va essayer aussi de les citer, mais trouver et de proposer du moins des solutions. Alors, je le disais, donc Nicolas Bouzou, vous êtes économiste et essayiste français. Vous avez fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Asterès en 2006 et que vous dirigez depuis, et vous êtes directeur d'études au sein du MBA Law and Management de l'Université de Paris 2 Assas. Vous avez également créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens, libéraux et progressistes. Et vous avez régulièrement publié dans la presse française et étrangère, et vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont le dernier, coécrit avec Luc Ferry, qui a été publié en 2019. C'est pas le dernier. Oh là là, non, ça prouve que j'écris trop. Parce que alors voilà, ça prouve que nous, nos fiches ne sont pas à jour. Alors, quel est le dernier? Le dernier s'appelle Homo Sanitas, et c'est une histoire de l'innovation en santé depuis 400 000 ans. Voilà, donc de quoi effectivement, une histoire longue. Première question, Nicolas. Donc, on va parler effectivement de cette rentrée économique sociale avec les présidentielles en perspective. Quels sont les grands sujets, hormis ceux, on sait qu'il y a des sujets d'actualité qui sont évoqués presque quotidiennement sur les chaînes d'infos. On va essayer d'évoquer les autres sujets qui intéressent les managers. Quels vont être les grands sujets de cette présidentielle? Alors, moi, je peux vous dire en tout cas quels sont selon moi les trois défis les plus importants. Je pense qu'il y a déjà un défi qui est un défi social et dont on parle pas mal là, dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors, on emploie le terme un peu fourre-tout de pouvoir d'achat. En réalité, en France, la question du pouvoir d'achat, c'est une question de salaire, parce qu'on ne peut pas dire que le système redistributif en France, qui est l'un des plus performants au monde, soit insuffisant. Donc, en fait, la vraie problématique du pouvoir d'achat, c'est une problématique de salaire qui est elle-même liée à des performances économiques qui ont été insuffisantes depuis trop longtemps. Donc on pourra en reparler, notamment quand on évoquera tout à l'heure les questions de pénurie d'emploi, mais je pense qu'il y a un immense sujet social, pas seulement en France d'ailleurs, c'est un sujet mondial. J'étais hier à l'ambassade des États-Unis. Alors pourquoi est-ce que les Américains m'ont fait venir à l'ambassade ? Parce que vous avez en ce moment aux États-Unis quelque chose auquel nous en France on est très habitués, mais qui est complètement nouveau chez eux, c'est les grèves. Ouais. Donc ils font venir un Français. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour parler de ça, mais même aux États-Unis, vous voyez, il y a une conflictualité liée à cette question des salaires qui est importante. Donc premier grand sujet, le sujet social. Deuxième, et d'ailleurs le Premier ministre là va parler ce soir des questions de chèque énergie, chèque carburant, etc. Deuxième grand sujet, c'est bien évidemment celui de la décarbonation de l'économie. Ouais. Je préfère employer le terme de décarbonation plutôt qu'économie verte, etc. Parce que c'est vague, il y a des gens qui mettent l'écriture inclusive dans l'économie verte. Bon, bref. Donc non, la question c'est schématiquement comment on électrifie nos modes de production et comment est-ce qu'on conserve une électricité qui est décarbonée. Donc là, c'est le deuxième très grand sujet. Et le troisième sujet, qui me passionne depuis longtemps et qui est l'objet d'ailleurs du livre que vous avez cité, que j'avais fait avec Luc Ferry, c'est celui des technologies. C'est-à-dire, au fond, toutes les entreprises qui nous regardent utilisent évidemment quotidiennement le numérique, l'intelligence artificielle, les robots dans l'industrie. Mais si on a fait des progrès dans le domaine de l'utilisation de ces technologies, on est encore sous-performant dans le domaine de la production de ces technologies. Tesla vient d'annoncer des résultats trimestriels absolument extraordinaires. Il n'y a pas de Tesla en Europe, il n'y a pas de Google en Europe, il n'y a pas d'Apple en Europe, il n'y a pas de SpaceX, etc., etc. Donc, alors, c'est l'objet du plan France 2030 qui a été annoncé par le président de la République la semaine dernière. Là, je crois qu'avec ces trois grands enjeux, social, environnemental, décarbonation et maîtrise des technologies, voilà, je pense que là, on a trois sujets qui sont très intéressants pour la campagne présidentielle. Alors après, je ne suis pas quelqu'un de naïf, je sais très bien que le fait qui me semble intéressant et important ne veut pas dire qu'on va les traiter. Bon. Effectivement. En tout cas, au moins, on va les traiter ce soir. Mais quand même, regardez, pouvoir d'achat, on en parle, même si... voilà. Le nucléaire,
Nucléaire versus éolien, on en parle beaucoup depuis le début de la campagne, donc il ne faut pas voir les choses tout en noir. On parle sans doute un peu trop de Vichy et de la guerre d'Algérie, mais on parle aussi de sujets qui sont des sujets d'avenir. Alors, il y a effectivement, on l'a dit en préparant cette intervention, il y a quelque chose qui est très contradictoire et qui peut rendre fou finalement des deux côtés. On a d'une part des entreprises, plus de 50%, 55% il me semble, d'entreprises qui déclarent avoir des problèmes sur le recrutement. Et de l'autre côté, on a 2,4 millions de chômeurs. Donc finalement, on a des deux côtés. On peut se dire que ça peut rendre fou. Comment on explique ça des gens qui cherchent du boulot, il y en a 2,4 millions et plus de 50% qui n'arrivent pas à recruter. Bon, déjà, ce que vous dites est très important. Au fond, si je schématise, on pensait qu'on allait sortir de cette crise, il y a encore 12 mois, dans une situation d'insuffisance de la demande. C'est-à-dire qu'au fond, on se disait qu'on avait bien protégé l'économie, mais en même temps, il y aurait quand même du chômage, il y aurait de la pauvreté, donc la consommation ne serait pas forte, et sans doute les entreprises seraient inquiètes, avec pas beaucoup de visibilité, donc n'investiraient pas. Et donc le schéma que tout le monde avait en tête, quand je dis tout le monde, c'est politique, syndicaliste, économiste, c'était de dire, voilà, on va sortir avec cette croissance qui sera lente en raison de cette insuffisance de la demande, et donc il faudra faire des super plans de relance. Bon. La sortie de crise, c'est pile l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop de demandes par rapport à nos capacités d'offre. Pourquoi on a trop de demandes? Parce que du point de vue sanitaire, on a été super efficace parce qu'on a des super vaccins. Il y a une étude, enfin c'est la première étude qui a été faite en double aveugle par Pfizer, BioNTech, Moderna, qui montre que la 3e injection, ça vous remet le taux de protection à 95% contre les formes symptômes. Super ça, vaccin. on a réglé ce problème-là sur le plan sanitaire. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. On a super bien protégé l'économie, notamment en France avec le quoi qu'il en coûte. Pas de faillite liée à la crise. Il n'y a pas de faillite à venir non plus. On n'aura pas l'effet retard. Voilà. Mais ce ne sera pas des entreprises qui auront fait faillite à cause de la crise, ce sera des entreprises qui auraient dû faire faillite avant, indépendamment de la crise. Et qui ont été sous perfusion, et donc quand on retire la perfusion, c'est exactement ça. Merci de m'aider à finir mes phrases. Donc pas de faillite, pas de chômage. Si vous prenez l'indicateur du marché du travail qui ne ment pas, qui est tout simplement, vous regardez le nombre d'emplois équivalents temps plein dans le secteur privé. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. Il y en a plus qu'avant la crise. D'accord? Donc c'est super. Et le pouvoir d'achat, il faudrait rentrer dans les détails, mais on va dire qu'on l'a à peu près maintenu. C'est pas vrai pour tout le monde, mais en moyenne. Bon. Donc, des vaccins super efficaces, une économie super protégée, donc toutes les entreprises, tous les gens sont là prêts à bosser. Et puis, comme on craignait l'insuffisance de la demande, on a fait des méga plans de relance. France relance en France à 100 milliards, les plans Biden, je ne vous en parle pas, les 4 ou 5 plans Biden à 2000 milliards, on ne les compte même plus. Bon, ça s'étale dans le temps, je caricature un peu, mais bon, en Chine, des super plans de relance, même les Allemands ont fait des plans de relance, Italie, plan de relance à 100 milliards, bon, bref. Donc, vous avez ces 3 éléments, et donc du coup, on a une économie qui est repartie à une vitesse incroyablement forte. Et du coup, en fait, l'économie est tellement repartie qu'on n'a plus de facteurs de production. On n'a pas assez de matières premières, on n'a pas assez de biens intermédiaires, genre les semi-conducteurs, et puis, j'ai fait un très long détour pour répondre à votre question, on n'a plus de gens. Alors on n'a plus de gens. Mais on fait quoi de ces 2,4 millions? Attends, on va se dire des choses désagréables. C'est pas tout à fait qu'on n'a plus de gens, c'est qu'on n'a plus de gens qui veulent travailler. Un peu différent. Parce qu'en effet, les chiffres que vous avez donnés sont hyper importants. On a eu encore une enquête de l'INSEE ce matin. J'aime pas faire ça, mais je vais quand même vous donner les chiffres précis. Enfin, j'aime donner les chiffres précis, mais j'aime pas regarder mes notes. Donc, par des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. C'est les chiffres de ce matin. Dans les services, un peu plus de 50%. Dans l'industrie, 58%. Dans le bâtiment, alléluia, 80%. D'accord? Les entreprises nous disent... Il est où le problème aujourd'hui? Alors, le problème, il est que vous avez un fait, et ça c'est super important pour les DRH, vous avez un fait sociétal mondial. Les gens, plein de gens, ont quitté leur job pendant la crise. Parce que pas assez payé, parce que trop difficile, parce que pas épanouissant, parce que pas assez... On commence à avoir des chiffres aux États-Unis. Aux États-Unis, on a à peu près 8 millions de personnes, 7 millions de personnes, pardon, qui ont quitté la population active. Où est-ce qu'ils sont allés? On ne sait pas encore bien. Une petite moitié a pris une sorte de retraite anticipée. Des gens qui avaient 55 ans, ils ont quitté la population active. Les autres, on ne sait pas encore. On doit avoir à peu près la même proportion en France. Il y a des entreprises, moi, Sébastien Bazin chez Accor me dit qu'il a perdu 20% de ses effectifs.
quand même pas rien, quoi. Mais ça, c'est dû à quoi? Est-ce que finalement, c'est pas un revers de médaille pour les entreprises? C'est-à-dire que avant le Covid, on l'a vu, il y avait des gens qui étaient dans la rue. On va revenir sur ces aspects sociétaux. Il y avait des gens dans la rue qui travaillaient. Il n'y avait pas que des chômeurs dans la rue et qui disaient moi, je m'en sors pas. Voilà. Et on a aujourd'hui le sujet de l'énergie. C'est dû à quoi? Est-ce que les entreprises finalement n'ont pas assez payé, n'ont pas assez motivé? Et donc, avec le Covid, il y a eu Il y a un peu de tout ça. Ouais. Ça dépend. Il y a des secteurs qui n'ont pas assez payé. Ouais. Je prends le secteur emblématique, l'hôtellerie-restauration. Les gens payés au SMIC à temps partiel, des contrats courts, avec des conditions de travail un peu compliquées. Beaucoup de gens sont partis. Donc là, je dirais qu'à la limite, c'est presque les secteurs les plus simples, parce que on fait des CDI, on fait des augmentations de salaire, 9-10% là dans la branche, et on pense que... Ah, on aura du monde. Enfin, a priori, en tout cas. En tout cas, on corrige un dysfonctionnement qui était visible. Mais il y a des secteurs, par exemple les experts comptables me disent, on a aussi des gens qui sont partis et on n'arrive pas à en recruter. Ça paye très bien. Donc là, c'est pas une question de salaire, c'est une question de sens, d'autonomie, d'épanouissement. Conditions de travail. Ouais, alors, conditions de travail chez les experts comptables, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de pire, mais c'est plutôt une question de motivation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, en fait, si on fait la synthèse de tout ce qu'on se dit, je pense qu'il y a deux réflexions et deux types d'actions à avoir. Une réflexion et des actions dans les entreprises. Comment on remotive les gens. Alors déjà, je vais vous dire, quand on doit remotiver les gens, c'est déjà pas bon. Le mieux, c'est déjà trop tard, c'est ça? Oui, moi j'ai peur que ce soit déjà trop tard. C'est comme en amour. Hein. Si vous êtes obligé de vous motiver pour... Voilà, je ne vais pas faire de dessin, pas génial. Donc c'est pareil dans l'entreprise. Donc, mais quel sens on donne au travail, quelle autonomie par rapport au télétravail. On est en train de faire des accords d'entreprise sur le télétravail. C'est super intéressant. J'entends des entreprises me dire, nous on fait des accords de télétravail, 1-2 jours par semaine, mais télétravail interdit le vendredi par exemple. Je leur dis pourquoi? C'est quoi le problème? Moi je télétravaille le vendredi, est-ce que j'en profite pour partir en week-end? Oui. Oui, bien sûr, c'est le grand intérêt que j'y vois. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que je travaille moins? Non. Je travaille même plus. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement on va avoir cette bureaucratie qui va se démanteler petit à petit. Non, je ne sais pas si elle va se démanteler. Elle doit en tout cas. Voilà. C'est ça. Je pense que ce serait bien. En tout cas, ces questions, il faut se les poser, y compris la qualité du management. D'accord? Donc ça, c'est pour les entreprises. Après, pour ce qui est des politiques publiques, pour moi, on a deux grands sujets. Sujet de la formation. Bon, c'est bien ce qu'on a fait en matière de formation professionnelle ces dernières années, compte personnel formation pour tout le monde, avec de l'argent dessus, en euros, super. Mais il faut qu'on arrive à flécher l'argent du compte formation vers les métiers en tension. J'ai rien contre la poterie, mais l'argent de la formation professionnelle n'est pas là pour financer les loisirs. D'accord? Il est là pour financer les On va revenir métiers. là-dessus. Et moi, des propositions que j'ai commencé à faire dans le débat public, deuxième sujet, sur l'assurance chômage. Bon, moi je veux bien être super gentil, évoquer les questions d'épanouissement, etc. Mais en même temps, je dois regarder les choses comme elles sont. 1 million d'offres d'emploi sur le marché, 2,4 millions de demandeurs d'emploi. Non, il y a un moment où c'est très bien de faire de l'introspection, de redéfinir son projet de vie, etc. Mais au bout d'1 an, il faut que les gens se remettent au travail. Bien sûr. Donc moi j'ai proposé la généralisation de la dégressivité des indemnisations chômage à partir de 12 mois, ce qui ferait de la France un pays extrêmement violent socialement, extrêmement brutal, à peu près comme le Danemark social-démocrate, pour relativiser un peu la dureté de ce que je suis en train de proposer. Mais alors justement, c'est une proposition que vous faites, que vous allez faire. Après, on peut être d'accord, pas d'accord. En tout cas, toujours est-il que... Vaut mieux être d'accord. En tout cas... L'idée, c'est de se dire, on l'a vu avant le Covid, on a parlé de cette poudrière sociale là, qu'on avait avant le Covid. On le voit aujourd'hui, alors mon discours, il va être parisien, mais on le voit aujourd'hui à Paris, on a une dizaine de manifestations pour avoir parlé avec des personnes des forces de l'ordre qui encadrent Paris, qui quadrillent Paris maintenant depuis 2-3 ans. On a ces manifestations, on voit que là, sur l'énergie, on a des questions, des vraies questions qui se posent. Est-ce qu'on est sur une poudrière? Est-ce que ça va marquer aussi ces élections présidentielles? Et vous parliez du salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions concrètes à proposer? Vous avez évoqué les 9-10% sur certaines branches. Est-ce que ça suffit quand on a quelqu'un qui gagne le SMIC de lui dire je vais t'augmenter de 10%, donc ça va faire à peu près 120, 130 euros, alors qu'au 10 du mois, il est déjà à découvert?
On lui dit quoi à ce salarié? Il y a deux questions dans ce que vous dites. La première chose, c'est est-ce qu'on est sur une poudrière? Quand je regarde les choses rationnellement, oui. Il y a beaucoup de frustration, les gens veulent des salaires plus élevés, et puis on est dans une période de reprise, et on sait que, contrairement à ce que pensent d'ailleurs certaines personnes, c'est plutôt dans les périodes de reprise qu'il y a de la conflictualité, parce que c'est là qu'il y a un partage de la valeur à opérer. Quand on est en récession, il n'y a rien. Là, il y a. Donc, quand on regarde les choses rationnellement, oui. En même temps, comme je suis un féru d'histoire de France, je sais aussi que notre histoire est extrêmement imprévisible et que les Gilets jaunes sont arrivés à un moment où on pouvait se dire qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une crise. Et ce n'est pas forcément quand il y a plein de raisons qu'il y ait une crise qu'on a des manifestations. Donc, je suis désolé de vous faire cette réponse qui n'est pas une réponse satisfaisante. J'en sais rien. Voilà. Tout est possible. Comme en politique, tout est possible. On ne sait pas, on est sur des tels sables mouvants qu'on n'en sait rien, mais la surprise, je fais l'analogie avec la politique parce qu'on peut faire la même du point de vue social, la très grande surprise pourrait être qu'on n'ait pas de surprise. Non, mais que rien ne bouge jusqu'à l'élection présidentielle. Il y a toujours une surprise à l'élection présidentielle. Et donc oui, mais cette surprise pourrait être que cette fois, il n'y en ait pas. Bien sûr. Alors, sur la question des salaires, il y a plein de propositions aujourd'hui, elles ne sont pas satisfaisantes. Un tel nous dit faut augmenter le SMIC. On adorerait, moi j'adorerais augmenter le SMIC, hein, c'est super. Si vous augmentez le SMIC, on sait très bien que vous faites du chômage chez les personnes les moins qualifiées. C'est pas satisfaisant. D'autres nous disent on va bloquer les prix de l'alimentation, etc. Si vous bloquez les prix, vous risquez de faire des pénuries. Si les gens vont dans les magasins et qu'il n'y a pas de pâtes, ils ne pourront pas acheter de pâtes, donc c'est pas non plus satisfaisant. On nous dit, et là je parle plutôt de gens qui sont mes amis, il faut baisser les cotisations patronales ou salariales et augmenter le salaire net. Alors, oui, je comprends l'idée, mais en même temps, les cotisations, c'est une part du salaire, hein, ça finance aussi la santé, le chômage, etc. Donc, c'est pas non plus génialissime. Un autre ami dit, je vais faire une méga prime d'activité, tous les gens qui gagnent moins de 2000 € net, l'État va compenser. Super. Mais si l'État compense tous les salaires inférieurs à 2000 € net, là pour le coup, je suis super libéral, mais là pour le coup, pour les entreprises, c'est tranquille. Hein. Si c'est l'État qui verse les salaires, nous, on ne va pas faire de négociation salariale. Bien sûr. Bon. Donc je trouve que tout ça... Là, le paradigme, jusqu'où peut aller l'État? Parce que finalement, est-ce qu'on n'attend pas trop de l'État? L'État, il peut aller là jusqu'à ce que va annoncer le Premier ministre ce soir, c'est-à-dire un chèque énergie. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Parce qu'après, si on fait un chèque énergie, un chèque alimentation, un chèque jouet pour Noël, etc., on ne va pas, enfin, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas souhaitable, on ne va pas nationaliser toute l'économie. Mais je voudrais juste dire un dernier point sur les salaires, si vous me le permettez. Et là, je vais back to basic, comme on dit en très bon français. Le salaire, en fait, c'est la conséquence de la productivité des salariés. Plus un salarié a une productivité élevée, plus son salaire peut être élevé. La productivité, c'est deux choses. C'est avec quel type de matériel vous bossez et quel est votre niveau de formation. Les économistes appellent ça le capital humain. En fait, ce que nous montrent toutes les études, c'est que les salaires augmentent quand on évolue dans une entreprise, quand on change de job. Et ça, c'est un problème majeur parce que derrière ça, c'est le problème de la mobilité sociale sur lequel on n'est pas en France. Et donc la vraie question du salaire, c'est ma caissière de je vais être outrancier, caissière de supermarché au SMIC à temps partiel. Est-ce que c'est grave? C'est pas génial comme situation, mais si ça dure 2 ans, ce qui est grave, c'est si ça dure 10 ans. Donc la vraie question, et ça c'est une question... Pour nous, les RH. Pour nous tous. C'est comment on fait en sorte pour qu'elle ne reste pas caissière 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qu'elle peut faire, comment on la forme, comment on la fait évoluer, etc. C'est ça le sujet. C'est là, Marie-Maude, vous aviez DRH du siège de Vivendi, je rappelle, vous aviez des questions là-dessus pour Nicolas Bouzou. Quels sont les leviers que vous proposez pour nous, DRH, en priorité dans ces domaines-là? Je pense que, en fait, en France, on a parfois pris une mauvaise habitude qui est de considérer que soit les gens sont bons dans leur job, et donc ils restent dans leur job, auquel cas, en matière d'augmentation de salaire, c'est limité, soit ils sont bons dans leur job, ils veulent évoluer, et on leur propose d'être des managers. Or, transformer un bon technicien en bon manager, on sait bien que c'est pas évident, ça peut marcher. Mais souvent, ça ne marche pas, parce qu'être manager, ça correspond quand même à une appétence personnelle, à des capacités personnelles qui sont très particulières. Et donc,
le grand sujet qu'on doit travailler, c'est comment on permet à des gens qui sont des techniciens d'aller toujours vers des métiers à plus forte valeur ajoutée, mais sans nécessairement en faire des managers, vous voyez. Et là, on n'est pas très... Il y a des sujets, en termes de management, en France, on n'est globalement pas mauvais, hein, mais sur ces sujets-là, il y a des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, qui arrivent à construire, vous voyez, ces chemins de carrière. Les leviers, c'est quoi? C'est de l'autonomie? C'est donner plus d'outils aux salariés? Oui, complètement. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie. Il y a quelques années, j'avais fait un petit livre avec Juliette Funès qui avait fait son petit effet sur ce sujet. Et en fait, on avait considéré que, comment dire, il y a un mix autonomie-autorité qui gagnerait à être développé dans les entreprises. Donc, autonomie, c'est faire confiance aux gens. Alors, les gens ont des objectifs. Bien sûr. Mais l'autonomie porte sur les moyens, pas sur les fins. Sur les fins, c'est le rôle des chefs. Hein. Ouais. Et en même temps, il faut des managers qui fassent preuve d'autorité, mais il faut revisiter la notion d'autorité dans les entreprises. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est justement, c'est pas dire aux gens « Oh là là, ça va pas, t'étais pas chez toi vendredi en télétravail ». La racine latine d'autorité, à Auguerre, c'est augmenter. Hein. Donc c'est tirer les gens vers le haut. Donc c'est comment je leur donne des ressources. S'ils sont autonomes, si jamais ils ont un problème, une difficulté, comment moi je peux les aider. Et là, je pense que chez les salariés, on va pouvoir identifier des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça s'est beaucoup passé dans les entreprises pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, toutes les boîtes... C'était une autonomie obligatoire, finalement. Et là, ce qui est passionnant, c'est que toutes les boîtes m'ont dit, grosso modo, j'ai des gens qu'on a en quelque sorte perdus, j'ai des gens que je n'avais pas forcément dans ma cartographie, qui se sont révélés, qui ont pris des initiatives, qui ont résolu des problèmes, etc. Donc, vous voyez, l'autonomie est un révélateur. J'aime bien parler de confiance. Voilà, parce que c'est la même chose. Alors, Marie Mottet, vous aviez une autre question aussi pour Nicolas Bouzou. Oui, et puis on laissera aussi la parole à nos adhérents. Alors que je n'ai pas de voix, je parle trop. Non. C'est pour ça que je n'ai plus de voix. Oui, donc l'autre problématique auquel on fait face, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la rétention des talents. Il y a former nos collaborateurs, les faire évoluer pour éviter que justement ils s'en aillent, et quel que soit le niveau de poste. Donc je pense que c'est un défi auquel on est confronté aujourd'hui. Vous avez aussi des pistes ou des solutions? En tout cas, je n'ai certainement pas de solution toute faite. Mais je crois que la question du management, et de la qualité du management, il faut que... Alors c'est très facile à dire de là où je suis, et c'est très difficile à faire, mais il faut que les boîtes remontent la qualité du management. Dans les circonstances actuelles, où le marché du travail est super tendu, si vous avez une personne talentueuse, encadrée par un mauvais manager, c'est la personne talentueuse qui part, et c'est le mauvais manager qui reste. Or, dans l'intérêt de l'entreprise, il lui fallu que ce soit l'inverse. Donc, il faut vraiment faire très attention. Moi, je le vois tous les jours, et vous le savez aussi, il y a une inégalité de qualité très forte dans le management, et il faut faire très, très attention à ça. Alors, avant-dernière question, après j'aurai une dernière question qui concernera plus, davantage en tout cas, les managers. Sur la question sur la question des DRH, justement. On l'a dit en préparant cette intervention là aussi. Aujourd'hui, finalement, le DRH, on a l'impression qu'il a un choix cornélien à faire. D'une part, il a des investisseurs, on va appeler ça comme on veut, en tout cas des personnes qui sont là pour s'assurer que l'entreprise soit rentable, qui demandent d'avoir un certain taux de rentabilité, quoi qu'il arrive. De l'autre côté, on a des salariés, parfois dans la rue, parfois ils n'en sont pas jusque-là, mais qui disent « moi, il me faut plus d'argent à la fin du mois si je veux continuer à travailler, être motivé », parce qu'on sait aussi que les salaires, c'est un moyen de motivation, et un cadre de vie agréable l'est aussi. Le DRH, comment il se positionne au milieu de ça, avec d'un côté quelqu'un qui lui dit « le taux de rentabilité, c'est ça », et des salariés qui leur dit « moi, si vous ne me payez pas plus, je m'en vais ». Je crois que le DRH, c'est très difficile à faire, mais les DRH, parce qu'un DRH ne peut pas le faire, les DRH doivent convaincre les actionnaires qu'on entre dans une ère un peu différente, un peu nouvelle, où il faut avoir une stratégie de long terme, et où le fait de présenter des comptes trimestriels est quelque chose qui n'est pas inintéressant, mais qui peut faire des bêtises, parce que si le court terme sacrifie le long terme, les gens dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, qui sont les gens justement de confiance, autonomes, créatifs, rigoureux, ces gens-là vont partir. Et donc il y a vraiment les DRH,
font ce qu'ils peuvent dans les contraintes Mais ça, vous qui leur pensez sont qu'on peut données. le faire comprendre aux investisseurs, aux actionnaires? Il y a des boîtes qui le comprennent. Hein. On peut y Ça arriver. dépend lesquelles, hein, bien sûr. On peut y arriver. Attendez, il y a des boîtes. Oui, bien sûr, il y a des boîtes qui le comprennent, évidemment. Dernière question, Nicolas Bouzou. Vous l'avez dit, le quoi qu'il en coûte a sauvé un grand nombre d'entreprises, en France en tout cas. Aujourd'hui, il y a une question que se posent beaucoup de gens, c'est qui va payer tout ça? Ce quoi qu'il en coûte, qui va le payer? Est-ce que c'est nous, nos enfants? Est-ce que quelqu'un le paiera? Bien sûr. Comment vous voyez ça? Non, c'est tout le monde. Alors, le quoi qu'il en coûte, bon, déjà, il n'y avait pas d'alternative. Hein. Si on n'avait pas fait quoi qu'il en coûte, on aurait eu plein de faillites, plein de chômage, et on aurait quand même la dette. Ouais. Sauf qu'on n'aurait pas protégé les entreprises et les gens, donc ce serait pire. Donc, la dette est passée de 100% du PIB à 120% du PIB. Dans notre malheur qui a été grand ces 18 derniers mois, nous avons eu une chance. C'est grâce à personne. C'est juste une configuration macroéconomique. Nous sommes entrés dans cette crise avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Ouais. Et les banques centrales nous ont beaucoup aidés en rachetant les obligations des États. Notamment la BCE a racheté 70% des émissions obligataires des pays de la zone euro pendant la crise. Ça veut dire, alors écoutez bien ça parce que c'est dingo, que prenez la France. Le taux d'endettement entre le début et maintenant est passé de, je parle de l'endettement public, passé de 100% du PIB à 120% du PIB. La charge des intérêts de la dette, ce que l'État paye, les intérêts de la dette, ce qui est dans le budget de l'État, vous pouvez les voir, est passé sur la même période de 39 à 38 milliards, grâce à la baisse des taux d'intérêt. Parce qu'on a substitué à du vieil endettement à 3, 4, 5%, du nouvel endettement à 0 ou 0,5%. Donc, notre solvabilité n'est pas menacée à court terme. Il n'empêche que cette dette, il faut la rembourser, elle est massive. Bien sûr. Il faut la rembourser. Il faut la rembourser parce que si on ne la rembourse pas, on n'aura plus accès au marché pour emprunter, pour financer la retraite, la santé, etc. Et comment est-ce qu'on rembourse une dette aussi massive? Par la croissance. Il n'y a pas d'autre. Donc ça va être la croissance, l'inflation. Alors l'inflation, je crois qu'il y en aura. Il y en a déjà un peu. Je crois que ça va continuer. Donc ça c'est nouveau aussi. C'est important pour vous. Donc en effet, l'inflation, la croissance. La croissance, c'est deux choses. C'est l'innovation et le travail. Donc on réfléchit et on bosse. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire des bêtises sur les 32 heures là, dans la campagne présidentielle, etc. Non, on travaille. Et puis, si on peut, il faudrait quand même le faire. Notre État est pas mal, mais bon, on peut faire un État un peu mieux géré quand même. Si on fait tout ça, ça passe. Donc, le sujet de la dette est un sujet de préoccupation, mais pour moi, ça n'est pas à court terme un sujet de très grosse inquiétude. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Je rappelle que vous êtes économiste et essayiste français. Merci pour ces réponses sur le thème une rentrée économique et sociale sur un air de présidentielle pour l'Agora du développement RH et l'Agora des DRH. Et merci Marie Mottet. Je rappelle que vous êtes DRH du siège de Vivendi et présidente de l'Agora des DRH.